Je vais maintenant donner la parole à la dernière intervenante de ce matin, Madame Louisa Brunori, qui est chercheure au CNRS. Avec elle, on voit réapparaître cette espèce de, vous m'excuserez Louisa de parler ainsi, cette espèce de hydre de Lerne, quand on parle de l'histoire du droit en Europe, qu'est le droit des affaires, le droit commercial. On dit toujours il faut faire attention, c'est peut-être pas ce qui est le plus central, mais il est un fait que non seulement peut-être aujourd'hui, comme on l'a déjà parfois dit, il y a le droit commercial, le droit des affaires, qui est souvent à l'avant-garde de ce qui est transnational, mais que de nos jours, ça a pour conséquence que l'historiographie du droit des affaires est parfois aussi très en avance sur certaines questions de ce qu'est le droit européen. On a déjà entendu Madame Amen ce matin, qui a justement parlé de cette lex mercatoria. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle se rend compte combien il y a eu de discussions encore ces dernières années, combien c'est controversé, dans quelle mesure ou non il y a une lex mercatoria. Et ça, je crois aussi, va être un peu le sujet que vous allez nous apporter maintenant. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, cher Alain, pour cette invitation prestigieuse. Et merci aussi pour avoir rappelé au début de cette journée que la condition d'expatrié peut être parfois une chance, une énorme chance. Je vais préciser que je vais esquiver les coups que vous m'avez essayé de donner. Et parce qu'effectivement, sur la spécialité ou l'universalité du droit des affaires, beaucoup a été dit, donnant lieu à un débat passionnant qui est loin d'être clos. Avec cette question, se sont mesurés des collègues beaucoup plus éminents que moi, Anya Amand il y a quelques minutes par exemple, ou par exemple les beaux livres From Lex Mercatoria to Commercial Law, qui fait encore état et qui compte parmi les auteurs notre amphitryon Alain Wiffels. Précisément, Alain Wiffels, dans sa leçon inaugurale de cette chaire européenne, exhortait à, je le cite, à prendre au sérieux le particularisme. C'est une exhortation pas des moindres en ce qui concerne l'histoire du droit des affaires, qui semble souffrir du syndrome de la double personnalité. D'une part, il n'y a pas de ius plus proprium que le droit des affaires, comme l'ont remarqué depuis longtemps les spécialistes de toutes tendances. Toutefois, ce droit des affaires a été depuis la nuit des temps un droit transfrontalier, présentant une homogénéité et une porosité internationale qui n'ont pas d'égaux, comme le soulignent ces mêmes spécialistes. Heureusement, au cours de la même leçon inaugurale, Alain Wiffels nous a également invités à vérifier un autre aspect important de notre histoire, à savoir l'existence d'une culture juridique partagée au sein de l'Europe. C'est sur ce deuxième aspect que je vais me concentrer aujourd'hui, sans oublier la dynamique dans laquelle Alain l'a située, à savoir les rapports parfois d'opposition, parfois des cohabitations avec le particularisme. Et on est là justement pour discuter dans quels termes il faut les considérer. La vocation transfrontalière de la lex mercatoria, qui pourtant porte profondément dans son ADN les caractères du particularisme juridique, a conduit les juristes d'aujourd'hui à parler d'un ordre juridique anational. Cette qualification par négation a, à notre avis, le défaut de faire abstraction du substrat culturel et de la civilisation juridique dans laquelle les droits des affaires s'est façonné. En effet, si ce droit si profondément proprium a donné lieu à une uniformité indéniable à l'échelle européenne, les raisons de ce phénomène ne peuvent pas, à notre avis, être trouvées uniquement dans la force irréfrénable du marché. Au-delà des raisons de praticité,
Y a-t-il peut-être une fluidité plus profonde à niveau de culture juridique et d'anthropologie juridique qui nous permet de dégager des caractères proprement européens de l'évolution du droit des affaires? Notre histoire commence en Grèce, comme en bonne partie toute notre histoire culturelle. Au sein de la pensée grecque, c'est dans la politique d'Aristote, pas dans l'économie du même auteur, qu'on trouve l'élaboration la plus approfondie sur les échanges économiques entre les particuliers. C'est dans la politique, comme a signalé, que l'harmonie des échanges commerciaux est un intérêt de toute la communauté, non seulement des individus directement concernés par ces échanges. C'est au livre premier de cette œuvre qu'Aristote nous parle des manières d'acquisition de la richesse, de la monnaie et, chose la plus importante, du rapport que l'accumulation de la richesse peut avoir avec ce que les Grecs appellent la hubris, qui n'est pas l'arrogance comme parfois on traduit, mais est la démesure. Les rapports problématiques à la mesure est, à notre avis, une des constantes, un des fils rouges de l'histoire du droit des affaires partout en Europe, indépendamment des droits particuliers éventuellement appliqués. Effectivement, selon Aristote, l'activité humaine dont la finalité est de répondre aux besoins humains est nommée activité économique, alors que celle ayant pour but unique l'accumulation d'argent est dénommée crématistique. Cette dernière ne connaît pas de limite parce qu'elle est inextinguible, elle est démesurée justement, et elle est négative pour la communauté. Selon Aristote, la crématistique est apparue dans la société humaine avec l'introduction de l'argent. Pour Aristote, la monnaie est une pure convention, ne repose sur rien, et puisqu'elle ne renvoie pas à la réalité, elle peut aboutir à des déviations très graves. L'accumulation démesurée des richesses, notamment des liquidités, inquiétait beaucoup les Grecs, qui avaient bien à l'esprit les mythes du roi Midas, un des mythes fondateurs, entre d'autres, de notre identité culturelle européenne. Mythes dont se serviront, après Aristote, Marx, c'est pas un hasard, Freud et Keynes. Keynes parle justement de la malédiction de Midas. Les Grecs sentaient, grâce à leur sens de la mesure, qu'un tel excès de richesse ne pouvait qu'être un mal. Et c'est pourquoi l'économie doit être réglée. Voilà un autre des fils rouges qui accompagnent notre droit des affaires européennes. Les rapports tourmentés mais indissolubles avec la réglementation des affaires même. Pour Aristote, mais également pour Platon, cet excès, cette déréglementation de l'économie n'était pas bon pour la communauté politique et devait être tenu sous contrôle. En termes de droit des affaires, nous pouvons dégager trois expressions de cette quête de la mesure, trois traductions juridiques qui, à notre avis, ont accompagné le développement du droit des affaires en toute l'Europe, selon des déclinaisons différentes, comme on va le voir. La première traduction juridique de la quête de la mesure, qui est aussi un fil rouge de notre histoire du droit des affaires, est l'équité dans l'appréciation des relations entre marchands. La deuxième est la nécessité d'une réglementation ou autoréglementation des relations commerciales. La troisième est la recherche de l'équilibre contractuel, à savoir de la proportionnalité contractuelle et par conséquent la nécessité de la justification des prestations réciproques dans les relations commerciales. L'equitas mercatoria, sans aucun doute, fait partie du patrimoine génétique du droit des affaires européennes. Benvenuto Stracca, père du droit commercial scientifique, y consacre une partie entière de son traité de 1553 De Mercatura, le traité duquel on se demandait s'il n'était pas la lex mercatoria du XVIe siècle. Quand Stracca parle de l'équité dans la résolution des controverses commerciales, il cite Cicéron
Il cite les Corpus Juris Civilis, bien sûr, mais également il cite Budet, Alciat, André Tiraco, John Oldendorp, tous membres de l'école de l'humanisme juridique. Alciat était italien, Oldendorp était allemand, les autres étaient français. C'est là pour dire que l'Equitas Mercatoria est un conseil qui a traversé l'Europe dans l'espace et dans le temps, et qui a été très mobilisé par le droit des affaires. Je ne m'attarderai pas davantage sur l'Equitas Mercatoria, qui a déjà fait l'objet de beaucoup d'études, de la part, par exemple, justement d'Alain Wiffels, qui en souligne l'utilité dans les cas où l'on perçoit la nécessité de dépasser les étroites limites du ius proprium, justement. Et cela semble être une attitude constante qu'on observe chez Benvenuto Stracca et les humanistes, mais aussi chez Vamesius. On l'observe à un cône comme à un verre, faisant partie d'une ratio, un droit des affaires, qui appartiennent effectivement à l'Europe entière. Je ne m'attarderai pas non plus sur le deuxième fil rouge que j'évoquais, à savoir la réglementation nécessaire des échanges commerciaux. Alain Wiffels nous rappelle que l'utilitas publica fut un argument souvent utilisé au XVe, XVIe siècle dans les litiges commerciaux. Dans le domaine commercial, le concept fut développé comme publica commerciarum utilitas. D'ailleurs, dans cette nécessité de réglementation réside l'existence même du droit des affaires, voué justement à limiter la très crainte des mesures. Je vais me consacrer à la troisième traduction juridique de la quête des mesures dans les opérations économiques, le troisième fil rouge, à savoir le respect du principe des proportionnalités contractuelles et par conséquent la nécessité d'une justification des prestations réciproques, en définitive de la justification de la rémunération du profit du marchand. Cette quête de la mesure juridique dans les relations commerciales est-elle commune à l'histoire européenne du droit des affaires? A-t-elle été capable de résister aux outrages du temps? Je pense pouvoir prendre comme échantillon d'épreuve la période de la première époque moderne. C'est une période de forts chocs pour la pratique et la théorie du droit des affaires. Elle se prête donc à la vérification si cette culture juridique européenne partagée que je viens d'évoquer est effectivement solide, profonde, résistante aux bouleversements les plus abrupts, tels que les grandes découvertes et la globalisation du commerce. Il est connu qu'un des effets les plus immédiats des grandes découvertes est l'arrivée sur le vieux continent d'une énorme quantité d'argent et d'or. Du fait de la circulation massive de métaux précieux, la monnaie occupe un rôle absolument inédit et prioritaire dans les trafics commerciaux et dans les échanges économiques en général. Il est également connu que les commerçants de toute l'Europe se jettent à corps perdu dans de nouvelles activités qui, pour la première fois, sont aussi spéculatives et, nous pouvons peut-être oser le dire, capitalistes dans un sens large. Le courant de pensée scolastique, qui avait gardé la opinion leadership au cours du Moyen-Âge, dans son expression plus tardive, celle de la dite seconde scolastique, est à ce moment appelé à définir, à encadrer et justifier dans tous leurs aspects ces nouvelles opérations commerciales. Du point de vue de l'analyse juridico-économique, l'œuvre d'Aristote correspond encore parfaitement aux attentes des scolastiques du XVIe siècle. La distinction aristotélicienne entre économie et grammatistique, qu'on vient de voir, permet de fonder un discours économique sur des postulats éthiques qui, en même temps, conviennent aussi à la tradition chrétienne, cette dernière demeurant encore un pilier culturel très solide au premier siècle de l'âge moderne. En toute l'Europe, les fondements conceptuels aristotélico-thomistes sont encore la base théorique de toute réflexion juridique, même pour ce qui concerne les relations économiques entre les particuliers. Il s'agit d'une période encore confessionnelle où
marchands et juristes n'ont ni la possibilité ni la capacité de s'épasser de l'approbation ecclésiastique lorsqu'ils opèrent et lorsqu'ils écrivent, pour utiliser les mots de Rodolfo Savelli. La conséquence en est que, comme le dit Luc Boltanski, je le cite, le capitalisme va devoir aller puiser des ressources en dehors de lui-même, dans les croyances qui possèdent à un moment donné un pouvoir important de persuasion dans les idéologies marquantes. Le pouvoir le plus important des persuasions l'avait, on l'a vu encore au début de l'âge moderne, la tradition aristotélicienne thomiste, qui néanmoins posait certains problèmes de compatibilité avec les formes économico-juridiques qui conduisaient à une accumulation de patrimoine de rapport, à savoir les opérations spéculatives et financières. Nous avons dit que cette approche donne une connotation nécessairement éthique aux rapports économico-juridiques, qui, en effet, sont analysés par les savants du XVIe et du XVIIe siècle à la lumière d'un autre principe aristotélicien, spécification du principe de la mesure, celui de la justice commutative, critère général qui doit orienter les échanges entre les particuliers. Le respect de la justice commutative est un des principes qui ont façonné, parfois à reculons, le droit des affaires européen, indépendamment de toutes les différentes déclinaisons données à ces principes. Cela signifie que les échanges à l'intérieur de la communauté doivent nécessairement se réaliser selon le principe de égalité de valeur entre ceux que l'on donne et ceux qu'on reçoit. De plus, chose fondamentale, ces échanges doivent consister en activités propres à l'individu, à l'intérieur de la communauté même. En conséquence, des questions majeures se posent pour les théologiens juristes du XVIe et du XVIIe siècle. Comment justifier l'enrichissement dérivant de nombreuses nouvelles opérations économiques spéculatives que les contextes des grandes découvertes présentent? Il s'agit en fait d'opérations, comme dans les cas des assurances, d'échanges, de la participation exclusivement capitaliste dans une société commerciale, où les gains ne dérivent pas d'un échange des biens ou de la rémunération d'un travail personnel. Il est manifeste que ces formes de profit posent des problèmes du point de vue de la justice aristotélicienne thomiste que nous venons de voir et que est encore assumé comme critère général par les juristes du XVIe et du XVIIe siècle. Ces opérations nécessitent donc une justification dans un contexte où la coïncidence entre legitimus et justus est encore exigée. Il s'agit en définitive de l'exigence de justification du capitalisme qui, selon Luc Boltanski encore, est une des constantes de notre histoire. Donc, comment résoudre les problèmes de l'encadrement des activités spéculatives qui sont florissantes au XVIe siècle? Le point de départ de la réflexion des seconds scolastiques est d'abord l'analyse de la société et de la réalité socio-économique qui les entoure, et en particulier l'analyse du rôle de l'argent dans cette nouvelle réalité, pour arriver ensuite à une conception de la rémunération de l'argent, donc du capital, qui est en même temps inédite et en continuité avec la tradition juridique et culturelle. À ces propos, il a été affirmé que, au contraire des mercantilistes généralement intéressés par la politique économique, les docteurs de la seconde scolastique formulent des principes généraux, construisent encore des théories pour lesquelles ils revendiquent une valeur universelle et qui laisseront un héritage à la culture juridique de toute l'Europe, comme on le verra. Nous voudrions insister sur le fait que l'approche au droit économique reflète l'anthropologie juridique de longue durée dont ces savants sont porteurs. En tant qu'hommes d'Église, ils ont pour objectif de justifier devant la morale catholique, surtout pour ce qui concerne l'usure,
les nombreuses possibilités d'enrichissement qui offrait la florissante économie du XVIe siècle. En second lieu, comme scolastique, comme philosophe et comme juriste, leur but est d'éviter la rupture sociale de la police de la cité des hommes. Les problèmes liés aux nouvelles formes d'économie spéculative s'est posé principalement en relation à la doctrine traditionnelle sur la valeur de l'argent. Saint Thomas, comme Aristote avant lui, condamnait toute affaire dont le but était exclusivement un gain en termes d'argent sans rien apporter à la communauté. L'argent est stérile et la justice commutative impose qu'on apporte toujours quelque chose dans les relations commerciales. On ne peut pas apporter quelque chose de stérile. En conséquence, les problèmes fondamentaux qui se posent aux égons scolastiques n'est pas la légitimité du commerce en soi, problème déjà résolu par saint Thomas, mais la conception aristotélicienne thomiste de la stérilité de l'argent, conception qui avait marqué les doctrines économiques durant les 3 siècles précédents. Pecunia non parit pecuniam était l'adage. En effet, ce qui résulte d'un tel postulat de stérilité de l'argent, mis en relation avec les principes du respect de la justice commutative, que j'insiste continue à être un critère général de conduite, est la négation de la possibilité d'accroissement du capital en cas de financement exclusivement monétaire d'une opération économique. Celui qui participe uniquement avec un apport en argent, a priori, n'a pas droit à un bénéfice, puisque l'argent en soi est absolument stérile. Donc, sa rémunération serait injustifiée, élégante, usuraire. Où fallait donc situer les opérations dans lesquelles il y a un investissement capitaliste qui, sans échange réel des biens ou des travail, produit un profit consistant en une nouvelle somme d'argent? La question s'est posée spontanément en observant les opérations économiques en cours en Europe à partir du XVIe siècle, bien différentes de celles décrites par saint Thomas. Maintenant, c'est l'époque où la nécessité de financement purement monétaire des expéditions transatlantiques devient incontournable, où on assiste à la prolifération des contrats d'assurance, d'échange, des garanties des crédits. Les scolastiques modernes abordent la question à travers une révision des idées aristotéliciennes de nature, espace, temps et causalité, qui étaient à la base de l'idée de stérilité de l'argent. De sorte que stérilité assume, dans leur réflexion, l'essence de non-causalité absolue. Cela permet d'entrevoir une issue à toutes les situations où, sans un apport de capital, une opération économique tout entière devenait impossible ou très difficile. L'argent est maintenant un facteur causal et non plus purement instrumental. L'argent devient donc un bien productif qui doit être rémunéré s'il est échangé. Nous remarquons que l'idée aristotélicienne thomiste de justice commutative n'est pas remise en cause. Le fil rouge est maintenu par les scolastiques tardifs, mais elle est articulée d'une façon plus complexe et élaborée dans une version plus proche à la réalité sociale de leur temps. À la lumière de cette lecture de la réalité, la notion d'usure résiste, mais dans une version évoluée qui accepte des formes contractuelles comme celles relatives aux prestations des banquiers, les cambia, au déplacement d'argent d'un endroit à l'autre, à la garantie des crédits, les assurances, la participation capitaliste dans une société commerciale, ainsi que la naissance et la généralisation du marché financier, inexistant à l'époque de saint Thomas et au contraire florissant à l'époque des seconds scolastiques. On est désormais dans une société d'échange dans laquelle les financements des capitales sont indispensables pour le bien-être de la communauté et où les marchands ne recourent pas au crédit par nécessité, mais pour pouvoir réaliser ses investissements et s'enrichir en même temps que celui qui lui donne l'argent.
Dans ce nouveau contexte commercial, un diagnostic différencié s'imposait au moment d'évaluer correctement si les accords contractuels collaient réellement au principe de justice commutative. Ainsi, dans la réflexion des savants de l'époque, bien que l'usure ait continué à être considérée comme un délit, les cas dans lesquels on considère comme équitable, en raison précisément de cette justice commutative, que les propriétaires de l'argent reçoivent plus que la somme mise à disposition, s'affirment progressivement et se multiplient. Mais techniquement, comment procéder à la rénovation nécessaire de la doctrine sur l'usure par rapport au droit des contrats? Comme je l'ai dit, la seconde scolastique ne met pas en cause la doctrine traditionnelle sur l'usure, mais la fait évoluer par la théorie des titres extrinsèques d'intérêt. Cela signifie qu'il peut y avoir des contingences qui ne sont pas des éléments intrinsèques du contrat et sont appelés pour ces motifs titres extrinsèques, justifiant un accroissement de la somme d'argent mise à disposition, bien que un échange des prestations au sens étroit ne soit pas envisageable. Ici entre en jeu un facteur peu pris en considération par la Summa Theologica, probablement parce que d'incidence mineure dans la réalité économique de saint Thomas, à savoir les caractères aléatoires des opérations économiques. Il est donc nécessaire de distinguer entre opérations financières pures et opérations financières aléatoires. Dans le premier cas, celui des opérations financières pures, l'affirmation thomiste du principe pecunia non parit pecuniam garde intégralement sa valeur. En effet, même pour les juristes du XVIe siècle, le simple apport d'argent sans aucune contribution personnelle ne justifie jamais les gains. Par conséquent, les produits du capital dépendant uniquement du facteur passage du temps sont forcément injustes et illégitimes car usuraires. Dans le second cas, celui des opérations financières aléatoires, les modifications du capital dépendent, au-delà du temps qui passe, d'une cause aléatoire. C'est le periculum sortis, le risque, qui, selon la nouvelle interprétation de ces juristes, permet celle de constituer un titre légitime des gains. Déjà pour saint Thomas, le periculum sortis constituait un titre d'intérêt admis à certaines conditions, mais il s'agissait d'une conception liée à une idée des opérations économiques où la personne qui assumait les risques était en même temps gérant de l'affaire. Par rapport à la Summa Theologica, les contextes économiques changent énormément au XVIe siècle, car l'élément du risque affecte non seulement le développement d'une activité, mais également la mise à disposition de financements monétaires, parfois très importants. Déjà, Domingo de Soto avait clarifié que l'aléa, comme tout autre objet juridique, a une valeur qui peut être estimée en termes des prix, prezio estimabilis, dit Domingo de Soto, comme dans le cas de l'assurance, où la rémunération de l'assureur doit être déterminée, non pas en raison de ce qu'il apporte, il n'apporte rien, mais par rapport au risque auquel la chose assurée est soumise. Il est facile de comprendre que dans l'optique du respect de la justice commutative, la nouvelle conception de la valeur de l'argent ajoute à la valorisation du periculum sortis celle du lucrum cessans, le manque à gagner, qui maintenant commence à jouer un rôle de premier plan. Puisque l'argent est un facteur productif, si on s'en prive à la faveur de quelqu'un d'autre, il faut être rémunéré pour la mise à disposition de ce bien productif. C'est justement le respect de la justice commutative qui impose cette lecture évoluée de la valeur de l'argent, de sa rémunération et de la valeur du risque auquel l'argent est soumis. Pour conclure, nous pouvons observer qu'à l'intérieur d'un plus large mouvement de longue durée, malgré les mutations économiques et sociales du XVIe et XVIIe siècle, les juristes de l'époque proposent une harmonisation avec la culture juridique partagée. Harmonisation qui avance et nourrit
l'approche nord-européenne à laquelle est traditionnellement attribuée la naissance du capitalisme et qui représente un fil rouge dans l'histoire du droit des affaires européenne. Effectivement, la réflexion des docteurs de la séquence scolastique s'est répandue en tache d'huile dans toute l'Europe et influença la construction des systèmes modernes de droit privé et des droits des affaires européennes. 3 établissements académiques contribuèrent de façon décisive à la diffusion de ces idées et je trouve significatif les évoquer ici. 3 établissements académiques, les Collegio Romano de Rome, justement, l'Université de Paris et l'Université de Louvain. Au Collegio Romano enseigna Juan de Lugo, qui diffusa amplement en Italie la doctrine de Luis de Molina, dont il était disciple. En Italie, non seulement les théories molinistes strictement théologiques eurent du succès, mais également les rigoureuses systématisations du droit présentées dans le De Justitia et De Jure. Mais les liens les plus incisifs, comme le souligne Paolo Grossi, est les liens corrosifs, mais en même temps stimulants, avec l'Université de Paris. Les séjours, les études, les liens personnels de nos docteurs à Paris sont en fait extrêmement significatifs pour la diffusion de leur doctrine. Il convient effectivement de noter que les doctrines économiques de ces auteurs connurent un succès majeur auprès des théoriciens français de la monnaie et des prix. Les traités de Condillac et de Turgot développent les concepts de la valeur de l'argent que les scolastiques tardifs avaient déjà formulés. De son côté, Leonard Lessius, professeur à l'Université de Louvain, introduit aux Pays-Bas les thèses théologiques et juridiques de ses confrères méditerranéens. Grâce à Lessius, la pensée des scolastiques tardifs fut reçue par Grotius, qui, on le sait, constitua les ponts entre la scolastique et le droit moderne. Il est fondamental de remarquer que Grotius s'inspira non seulement du droit international de Vittoria et Soares, mais qu'il fut aussi amplement débiteur des seconds scolastiques pour les droits privés et les droits des affaires. Les idées que je viens d'exposer ne se circonscrivent pas donc à la scolastique tardive, mais au contraire ont marqué énormément tous les droits des affaires européens, à un tel point que la réflexion contemporaine se renoue aujourd'hui délibérément à la doctrine de la scolastique tardive pour proposer une réglementation des relations commerciales plus juste et plus équitable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Louisa, pour cette très belle communication. Très importante, je dirais même, au-delà du thème que vous étiez donné sur le droit des affaires, parce qu'on a parfois tendance maintenant à croire que le droit des affaires, bon, c'est une de ces catégorisations très spécifiques, une spécialisation pour aussi bien des juristes et alors donc pour les historiens du droit. Mais on peut aussi se demander de nos jours qu'est-ce qui n'appartient pas au droit des affaires. Quand j'étais étudiant, ce qu'on appelait les biens hors commerce, c'était une de ces catégories qu'il fallait apprendre. Les biens hors commerce, bon, on en parlait quelques minutes et puis c'était terminé. On se demande encore de nos jours, il y a de plus en plus une pression pour déclarer, pour voir qu'est-ce qui est devenu hors commerce, dans le droit des personnes, dans le droit de la famille, avec le développement de la biotechnologie ces dernières décennies, on voit de plus en plus des questions fondamentales qui sont posées. Dans le cadre plus intangible, plus immatériel, je pense par exemple de toutes les informations et la gestion de tout type de données, on voit aussi que cela a une valeur commerciale. Ça appartient au droit des affaires. Quand Mia Corpiola a
acquis par Amazon des livres sur l'histoire du droit médiéval dans les pays d'Europe orientale, c'est une information qui n'est pas perdue pour Amazon, c'est une information qui a de la valeur, qui a une valeur commerciale, qui peut être gérée. Et on voit donc qu'en fait, il y a dans toute la réflexion, vous avez commencé par dire, toute cette tentative d'éviter l'hubris, la démesure, cette quête de mesure, parce qu'en fait c'est ça, tous ces ouvrages-là de la théologie que nous avons vus, c'est essayer de retrouver une mesure, et c'est ça dont on a beaucoup besoin. Alors ce n'est pas véritablement un rôle que les quelques facultés de théologie qui subsistent encore en Europe vont pouvoir remplir. On pourrait dire que, pour rester ici dans la maison, que les chaires de droit telles qu'elles ont été occupé et animé ces dernières années par Mireille Delmas-Marty, par Alain Supiot maintenant sur la justice sociale, joue un peu ce rôle de voir comment est-ce qu'il faut parfois éviter, comment est-ce qu'il faut essayer de restreindre cette démesure que peuvent être les marchés. Donc, parce que quand on parle de droits d'affaires, c'est tout ce qui peut se retrouver sur les marchés. Et donc, cela va beaucoup plus loin que les biens commerciaux au sens strict du terme.